Nous sommes lundi 31 août 2020. Nous nous retrouvons pour un nouveau rendez-vous de la synergie des radios RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Une édition consacrée aux disparitions forcées au lendemain de la journée internationale dédiée à la lutte contre ce crime. Et naturellement, la synergie se penche spécifiquement sur le cas du Burundi. Le Burundi où la situation est tellement grave que les disparitions forcées sont considérées comme un crime contre l'humanité. Définition, historique, justice, état des lieux, témoignages, tous les aspects de la question sont passés en revue dans cette édition qui vous sera présentée par Josiane Mouzaneza et Franck Kazé. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une disparition forcée? Eh bien, on parle de disparition forcée d'une personne quand il y a implication des autorités publiques dans son enlèvement. Propos de maître Armel Niyongere qui suit de près les dossiers des Burundais qui ont perdu la trace des leurs depuis 2015. Selon maître Armel Niyongere, un tel crime est poursuivi par la Cour pénale internationale. Suivez. On parle de disparition forcée lorsqu'une personne est arrêtée, placée en détention ou enlevée par les autorités ou par des personnes agissant avec leur autorisation et qu'elle est responsable, ni ensuite que cette personne est privée de liberté ou dissimule l'endroit où elle se trouve. Une disparition forcée se produit car une organisation, le plus souvent un État, fait disparaître une ou plusieurs personnes par le meurtre, la séquestration, tout en y avoir arrêté la personne ou avoir connaissance d'où elle se trouvait. Aucun certificat de décès n'est donc délivré. Et même si la personne n'est pas tuée, ni prescription, ni habeas corpus ne sont acceptés. La disparition forcée est un crime contre l'humanité selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, des cas de disparition forcée continuent à endeuiller différentes familles des Burundais. C'est un rappel historique de Monseigneur Jean-Louis Nahimana, ancien président de la commission Vérité et Réconciliation. Pour lui, nombreux parmi les Burundais gardent des blessures parce que les leurs sont restés introuvables. Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Je peux citer quelques dates que la mémoire collective au Burundi a retenues. Déjà en 1962, dans la foulée même de l'indépendance, on assiste au premier assassinat. On a connu des disparitions forcées de beaucoup de Burundais. Par exemple, 1965, 1969, 1971, 72, 1988 et depuis 1993, le Burundi a sombré dans une guerre fratricide terrible où justement plusieurs personnes ont été portées disparues et encore aujourd'hui. Vous pouvez le constater vous-même, comme cela se laisse voir. Au Burundi, depuis 1965, tous les 3-4 ans, il se passe toujours des choses horribles. L'histoire récente du Burundi est émaillée par des cycles de violence répétitifs qui malheureusement ne cessent d'endeuiller les familles et le Burundi. Donc les disparitions forcées, je dirais que c'est une réalité qui est là. Et malheureusement, nous voyons comment notre pays peine justement à juguler ces cycles de violence. Nous avons besoin d'une nouvelle élite, une élite clairvoyante, une élite éprise de paix pour justement amener les Burundais à construire un avenir meilleur afin que tout le monde puisse avoir sa place au soleil. Et jusqu'ici, 400 personnes portées disparues ont été répertoriées depuis 2015. Parmi ces cas, 200 ont été documentés par la campagne Ndondeza lancée par le FOCODE. Ces cas de disparition forcée ont été opérés dans différents coins du pays. Les détails avec Nadège Irakodze.
En prenant seulement pour exemple la documentation du Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle, effectuée durant une année, c'est-à-dire entre août 2019 et août 2020, au moins 27 personnes ont été portées disparues. Ces victimes de disparition forcée proviennent de différentes provinces du pays, telles que Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Gitega, Muramvya et Ngozi. Parmi ces 27 victimes figure une femme du nom de Janine Niranyibagira, employée de la mutuelle de la fonction publique, disparue le 8 juin 2020 après avoir répondu à un rendez-vous d'un homme qui serait un officier de la police. Il y a également un ancien journaliste de la RPA, Emmanuel Damniziguié, alias Mesheme, qui a été enlevé par des agents du service national de renseignement à Kamenge. Certaines victimes sont également des militants des partis de l'opposition. Il s'agit de 6 membres du parti CNL, 3 militants du parti MSD, 2 Imbonerakure du parti CNDD-FDD et un militant du parti UPD Zigamiba. Vous saurez qu'en 2015, le FOCODE a pu documenter 47 cas de disparition forcée, 58 cas en 2016, 18 cas de disparition forcée en 2017, 35 cas en 2018, 25 cas en 2019 et 18 cas en 2020. Merci Nadège. Et quels sont les principaux profils des victimes des disparitions forcées au Burundi? La président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE, et également initiateur de la campagne Dondeza qui traite des cas de disparitions forcées. On l'écoute. La première cible des disparitions forcées depuis 2015 a été le groupe des anciens manifestants contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Les manifestants ont été arrêtés un peu partout dans le pays. Un bon nombre d'entre eux ont disparu, n'ont jamais été retrouvés. Le deuxième groupe ciblé, ça a été les militants de l'opposition, principalement les membres des partis MS Tongwasa, et depuis l'année les militants du parti CNL. On a vu aussi certains militants de l'IPD Zigamibanga et des proches de Hussein Rajabou. À ce groupe, il faut aussi ajouter toute personne qui est soupçonnée de collaborer avec des groupes armés. La troisième cible a été des membres des corps de défense et de sécurité, essentiellement des Tutsis ex-FAB, qu'ils soient dans l'armée, dans la police ou dans le service national de renseignement. Il y a aussi un groupe assez important d'anciens membres des FNR d'Agatongouassa et peu d'autres qui sont venus d'autres mouvements. La quatrième cible, ce sont des ressortissants rwandais qui résidaient au Burundi ou bien qui étaient juste de passage au Burundi comme des évangélistes. Ce groupe inclut en même temps des Rwando-Burundais, y compris quand ils étaient des membres du CNDD-FDD. Ici, je donnerai l'exemple de Madame Josiane Akeranda et de Madame Aimé Chouti qui étaient des membres du CNDD-FDD. Une avait même des responsabilités dans le parti, mais cela n'a pas empêché son enlèvement et sa disparition. Il y a un cinquième groupe, ce sont des hommes d'affaires, généralement qui ont été, où il y avait des rivalités sur des marchés très importants, ou bien des hommes qu'on voulait exproprier. Ici, je donne l'exemple de Evariste Nyandoui, alias Matui de Rutana, Oscar Nhassano, il y a le cas de Léopold Habarugira, ou bien Rodrigue Nzeimana. En dernier lieu, je dirais les défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Là, c'est comme le journaliste Jean Bigirimana du journal Iwachu et Marie-Claudette Kwizera, la trésorière de la Ligue Iteka. On reste avec Pacifique Naze, président du FOCODE, qui précise également les catégories des auteurs de ces crimes de disparition forcée. On le suit encore une fois. Le corps le plus impliqué dans le phénomène de disparition forcée, c'est avant tout le Service national de renseignement, le SNR, qui d'ailleurs dispose de cachots secrets. Et ici, je dois rappeler que la majorité des cas de disparition forcée commencent par une détention secrète dans ce genre de cachot secret. Et à part le patron du Service national de renseignement, il y a des organes du renseignement qui sont très importants dans ce phénomène de disparition forcée. C'est d'abord le chef de cabinet de l'administrateur général du SNR, lui qui doit signer, qui doit débourser des frais des opérations. Pour chaque opération d'enlèvement, d'arrestation des gens qui ont fini par disparaître, il y a des frais qui sortent et c'est le chef de cabinet qui les débourse. Il y a aussi d'autres organes comme ce qu'on appelle DDI, le cas du colonel Alexis Ndaïkengurukiye alias Ngoroka ou l'officier du renseignement Joseph Mathias Nyonzima alias Kazungu. Ce sont des gens qui jouent un rôle très important
important dans la coordination de toutes ces opérations. Le deuxième corps le plus impliqué, c'est la police nationale. Il y a des organes de la police comme la GMIR. Souvent, on a évoqué le nom du commissaire Félix Niyorugira dans les opérations d'enlèvement ou d'arrestation de futures victimes de disparition forcée. La brigade anti-émeute, notamment à l'époque où elle était commandée par le commissaire Désiré Ouamahoro. Il y a aussi l'API, surtout la garde présidentielle où certains noms ont circulé souvent comme auteurs de disparition, le brigadier Jonas Davidinde, la PC Claude Nijimbere alias Matoui et d'autres. Il faut aussi rappeler que la police dispose d'un bureau de renseignement. Le troisième corps très impliqué, c'est l'armée nationale, notamment à travers le bureau du renseignement, le G2, aussi à travers la BSPI, la garde présidentielle. On a souvent aussi évoqué certaines unités ou certains cas. Ici, je donnerai l'exemple du Kamura qui surveillait les quartiers sud de Bujumbura et le bataillon génie de combat du Kamuzinda qui surveillait les quartiers nord de la ville de Bujumbura. Enfin, c'est le parti CNDD-FDD qui dispose d'une milice éparpillée un peu partout, utilisée dans les arrestations. Le CNDD-FDD aussi qui à un moment disposait d'un cachot secret à la permanence nationale et dans certaines autres permanences. Les disparitions forcées de l'ampleur de celle du Burundi sont alors considérées comme un crime contre l'humanité et de ce fait, la justice finira par être faite. Suivez à ce propos Maître Bernard Minguin, un des avocats de ces familles auprès de la CPI, qui est très rassurant quant au sort qui attend les auteurs de ces crimes. La Cour pénale internationale est compétente pour un certain nombre d'infractions pénales qui sont ciblées dans le cadre du traité de Rome, qui tournent autour des idées de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, dans le cadre de la compétence de la Cour pénale internationale, une disparition qui intervient et qui touche des personnes qui sont engagées politiquement, par exemple dans le groupe des opposants au gouvernement et pour lesquels elles expriment des idées qui relèvent de leur liberté d'expression, bien quand il y a des disparitions, elles font l'objet d'enquêtes et de poursuites à charge des auteurs, co-auteurs et complices de ces disparitions. Aujourd'hui, nous avons au niveau du Burundi introduit une série de dossiers auprès des autorités de la Cour. Et vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que le bureau du procureur a décidé de soumettre au juge de la Cour une demande pour pouvoir mener des enquêtes aboutissant au besoin à des poursuites. Et ces enquêtes ont débuté et dans le cadre de ces enquêtes, les dossiers de disparition forcée sont visés au titre de crimes contre l'humanité puisque la plupart de ces actes de disparition forcée ne sont pas des actes de criminalité banale et ordinaire, mais ce sont des actes qui sont posés au préjudice de personnes qui étaient engagées politiquement et qui avaient exprimé leur opposition politique au gouvernement. Donc les gens sont susceptibles d'être poursuivis devant la Cour pénale et condamnés à des peines qui peuvent être très très élevées, des condamnations à des peines de 15, 20, 25 ans, 30 ans d'emprisonnement, voire pour les faits les plus graves, l'emprisonnement à vie. Les familles des victimes ne doivent pas désespérer. La lutte contre l'impunité se poursuit. C'est ce qu'assure Maître Dieudonné Bachira Ishizé, président du collectif des avocats pour la défense des victimes des des crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB. Maître Dieudonné Bachira Ishizé garde espoir qu'après avoir recoupé les informations déjà en sa disposition, la CPI pourra entamer les poursuites contre les responsables de ces crimes. Suivez-le. Vous savez que la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur le Burundi le 25 octobre 2007 et le Burundi s'est retiré du statut de Rome qui a mis sur pied cette Cour 2 jours après, le 27. Mais cependant, ceci ne suspend pas les enquêtes qui étaient en cours et nous gardons que tôt ou tard, cette Cour pourra commencer la phase de mise en accusation et de jugement des responsables de ces crimes. C'est vrai, il est difficile de déterminer quand parce que
une cour qui a été mise en place par un traité. Il y a des implications géopolitiques et géostratégiques. On leur a fourni tous les éléments qu'on avait. On les a fournis aussi à la Commission internationale d'enquête sur le Burundi mise en place par les Nations Unies. Et nous espérons que, après avoir recoupé toutes ces informations qu'on leur a fournies, cette cour se décidera à entamer les poursuites contre les responsables. Si par extraordinaire, cette Cour ne parvient pas à juger les responsables, nous espérons que le peuple burundais, dans sa marche vers un état de droit, pourra réformer l'appareil judiciaire et que ces personnes pourront être jugées par une justice burundaise réformée. Mais cela étant, il faut bien que les victimes gardent espoir. Et garde espoir tout en étant très prudent parce que le gouvernement a, semble-t-il, commencé à ratisser toute la région pour identifier les éventuelles victimes qui auraient donné des procurations aux avocats des victimes. Il y a des pays où ces victimes ont été objets ou bien de menaces ou bien d'une approche tendant vers une corruption morale en disant voilà, la personne est morte, il faut oublier, ces gens-là ils promettent des monts et merveilles alors que rien ne peut arriver, nous sommes forts, nous sommes au pouvoir. Mais les victimes ne doivent pas désespérer. La lutte contre l'impunité est une lutte de longue haleine. Et qui dit disparition forcée dit également victime. Et partant, les familles des victimes vivent dans une situation insupportable, tant les conjoints que les enfants. En plus de ne pouvoir faire le deuil, ceux qui sont en exil disent ne même pas penser pouvoir rentrer au pays, étant donné que ceux qui leur ont pris les leurs sont pour la plupart au pouvoir. Voici le témoignage d'une femme veuve depuis 4 ans suite à la disparition de son mari. umuryango uri n'umubabaro mwinshi kandi ntibiteze kuzohera kuko wagize ibibazo imodoka yamutwaye iri kuri garde ya Notre famille a été et continue d'être très affectée et le calvaire n'est pas près de s'arrêter. Premièrement, mon mari a été enlevé par des gens qui font partie de la garde de Gervais Ndirakobucha, surnommée Ndakugarika. Depuis, nous ne l'avons plus revu. Et comme si cela ne suffisait pas, le reste de la famille a été séquestré par les mêmes personnes jusqu'à fuir le pays. Aujourd'hui, nous vivons cachés et dans des conditions déplorables. Nous avons longtemps gardé espoir, mais cet espoir est pour le moment très infime. Mais les enfants, eux, ne désespèrent pas et ça les perturbe davantage. Si au moins on avait retrouvé le corps, on aurait pu faire le deuil et tourner la page, même si cela n'est pas facile. Pire encore, aujourd'hui, certains réfugiés se rapatrient petit à petit. Mais malheureusement, malgré notre condition très difficile, nous ne l'envisageons même pas, surtout que l'auteur de tous nos malheurs se trouve être aujourd'hui ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et pour terminer, un proche d'une personne portée disparue considérera toujours le gouvernement comme criminel tant que la victime n'aura pas été retrouvée. C'est l'éclairage d'Anissé Nsabimana, psychologue. Anissé Nsabimana qui ajoute que le proche du disparu se méfiera de tout le monde et peut même en devenir fou. Anissé Nsabimana. Ce n'est ni la mort ni la vie pour lui. Alors il se pose mille questions. Il se dit, est-ce que ma personne, mon papa, ma mère, est-ce qu'elle est encore en vie? Et ça affecte sa personne, ça affecte son cerveau et par conséquent ça affecte son cœur. Au fond de la personne qui a perdu la sienne ou le sien, il y a une dépression intense. Parce que la personne se dit, voilà, où est-ce que je vais?
Est-ce que je vais affronter, je vais parler de la question ou débattre de la question de la perte de mon être cher avec mon voisin ou avec tel autre? Alors, il se donne les réponses. Il se donne les réponses en disant non, je n'ai pas confiance à ces personnes. Il se peut que tel ou tel autre est complice, soit complice. Alors, il évite toute personne qui l'entoure. Il évite les amis, il évite les proches aussi, parce qu'il se dit, non, à qui vais-je avoir confiance? Et finalement, il se dit, alors, pour moi, je vais faire un repli sur moi, le repli sur moi, parce qu'il n'y a personne tout autour qui compatit avec moi, qui me protège. La personne doit éviter toute personne et évitera aussi les forces de l'ordre. Même s'il y a un problème qui naît, un autre problème qui naît dans son foyer, il n'aura pas le courage d'appeler secours aux forces de l'ordre. Alors, c'est la dépression, c'est le trauma à un niveau plus bas, et avec le temps, le trauma se développe et plus tard, on peut avoir même des troubles mentaux, des maladies mentales. Si vraiment la question n'est pas résolue, si la personne perdue n'est pas retrouvée, ou s'il n'y a pas une histoire ou une version vraie qui réconforte ou qui rassure, comme l'État, c'est lui qui est engagé dans la perte de ces personnes, dans la disparition, alors la personne qui aura perdu ou qui a perdu son être cher, il dira finalement mon gouvernement n'est pas un gouvernement protecteur, n'est pas un gouvernement parent, comme on dit en Kirundi, gouvernement l'État vieilli, non. Il dit au contraire, c'est un gouvernement tueur, assassin, un gouvernement qui fait disparaître les nôtres, et un gouvernement qui décapite, un gouvernement qui fait n'importe quoi sur la vie, et finalement, qui fait semblant, qui protège, et alors qui fait le contraire. Et voilà, amis fidèles, c'est la fin de cette édition de la synergie des radios Inzamba et RPA, ainsi que la télévision Renaissance. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toutes nos rédactions, sans oublier à toute l'équipe technique, à savoir MS Steven Yungeko, Théodomir Manirambona et ingénieur Égide Mwemero. Cette synergie vous était présentée par Franck Kazé et Josiane Mouzaneza. Ce fut un plaisir, Franck. À moi autant. À la prochaine.